Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. En fait, si j'élargis un petit peu le cercle de notre conversation, en France aujourd'hui, on a 10%, donc on parle de plus de 6 millions de personnes, 10% de la population qui est complètement seule. C'est-à-dire qu'il y a moins de 3 conversations par an. Alors je dis pas bonjour, je voudrais du pain, une conversation comme on peut avoir là aujourd'hui. C'est le principal problème aujourd'hui du pays. C'est une étude qui est faite par le CREDOC, qui est publiée tous les ans quasiment, qui est réactualisée tous les ans par la Fondation de France, qu'on trouve sur Internet, vous pourrez aller regarder, qui analyse l'état de l'isolement ou du sentiment d'isolement, de solitude en France. Il faut savoir que l'Angleterre, il y a quelques années, a créé un ministère de la solitude. Ah ouais. La France réfléchit à le faire. Ouais. Et sur ces plus de 6 millions de personnes, pourquoi est-ce qu'elles ont zéro lien ? Parce qu'on a tous dans la vie 6 à 7 réseaux affinitaires. Donc le premier dont tu parlais, qui est la famille, le deuxième qui va être les voisins, le troisième qui va être mon entreprise, le quatrième qui va être mon club de sport, mon lien associatif, les copains universitaires, les copains de vacances, et puis la paroisse ou la mosquée, d'accord ? Ou la synagogue, grosso modo. Ces personnes ont zéro réseau. Et le pire, c'est que si tu regardes sur les 10% au-dessus, les 10% au-dessus, il leur reste un réseau affinitaire dans lequel ils existent encore en tant qu'être social. Donc fragile. Si ce dernier réseau, c'est la famille et que le père vient mourir et qu'il n'y a plus personne, ou si ce dernier réseau, c'est l'entreprise et que le mec est viré, je bascule et j'augmente. Et du coup, ces chiffres augmentent. C'est suivi tous les ans par la Fondation de France. Donc on a en France, aujourd'hui, et en tout cas globalement dans l'Occident, le principal problème, c'est cet isolement de gens qui sont laissés en dehors du jeu, qui sont sans réseau, qui ont plus de ce que j'appelle de corps sociaux auxquels ils appartiennent. Et ça grossit. Et c'est terrible parce que l'homme est un animal social, fondamentalement. Et lorsqu'on le prive de relations sociales, en fait, il meurt, quoi. Enfin, à l'intérieur de lui, par plein de mécanismes. Et du coup, la racine de ça, c'est l'individualisme, qui est promu partout, qui est encouragé. On est formé à ça dans les universités, à réussir par soi-même, à être performant, à une espèce de compétition avec les autres. Et cet individualisme qui monte et qui progresse, il tire ses racines assez lointaines. Ça vient des Lumières quelque part. Ça vient de la mauvaise conception qu'ont les Lumières de la liberté humaine. Et donc cet individualisme progresse. Les droits individuels progressent au détriment du droit collectif. Et au plus je vais vers ces droits individuels, plus je crée d'individualisme, au plus les gens qui ne peuvent plus jouer le jeu social sont laissés sur le côté. Et là, la ruralité isole. On voit le suicide des paysans. La vieillesse isole. Il y a plus de 500 000 personnes en France qui sont dites en mort sociale, c'est-à-dire même plus capables de recréer du lien. Le handicap isole, voilà, etc., etc. Marquer le mot fraternité sur nos mairies et sur nos écoles. Mais walou, quoi. Quel programme politique, quel homme politique s'empare de ce mot-là et fait quelque chose. Or, c'est le problème principal du pays, vraiment. Quand on regarde ces quantités de personnes, 6 millions de personnes complètement isolées, 6 autres millions qui sont pas loin de l'être, c'est le principal problème. Parce que derrière, c'est de la pauvreté. Les femmes qui élèvent seules leurs enfants, là, qu'on appelle pudiquement des familles monoparentales, c'est elles qui battent tous les records de grande pauvreté dans leur catégorie. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis là. On met le doigt sur le nœud du problème. C'est celui où on décide, au final, de placer l'intérêt supérieur de l'individu ou du collectif. Est-ce que c'est en me réalisant d'abord moi que je me permettrai ensuite de servir le collectif, ou est-ce que c'est parce que je fais partie d'un collectif que je me réaliserai ? Tout le nœud du problème est ici. Exactement. Et pour moi, c'est la différence, par exemple, qu'on fait entre l'intérêt général et le bien commun. Moi, je ne considère pas du tout que je me bats pour l'intérêt général, parce que l'intérêt général, il peut être extrêmement destructeur pour le particulier. Alors que le bien commun, il va véritablement chercher ce bien commun qui est à la fois qui permet l'épanouissement personnel, mais aussi l'épanouissement du groupe dans lequel on se trouve. Donc c'est cette balance-là. Et aujourd'hui, on a mis le curseur sur les droits individuels, clairement, et de plus en plus. Et je revendique ce droit parce que c'est moi et ça prive personne, donc faites pas chier, donnez-moi ce droit que je réclame. Et j'ai annihilé
à peu près tous les corps sociaux intermédiaires. Donc la famille qui a explosé depuis 20 ou 30 ou 40 ans, le syndicalisme qui a explosé, qui était un corps social. Je veux dire, le Parti communiste après la guerre, par exemple, avait vraiment une structure forte de sociabilité. La paroisse qui a explosé, enfin l'Église, on l'a dégommée. Donc tous les corps sociaux intermédiaires qui ont été laminés, où le citoyen se retrouve tout seul, ça a été un des trucs qui m'avait frappé dans l'exposition du plan pauvreté du quinquennat précédent par le président de la République. Sur son premier quinquennat, il expose un plan pauvreté. Il dit des choses très justes en disant on va s'attaquer aux racines de la pauvreté qui se développe dès l'enfance. Et c'est vrai qu'il faut taper là, quoi. Il y a un sujet dès la petite enfance. Et donc il égrène un certain nombre de mesures. Il arrive à la problématique de la complexité des aides sociales, qui est un véritable usine à gaz, une de plus, mais alors là, celle-là, elle est magnifique, où personne ne comprend rien, et où il dit, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un guichet unique, où le citoyen peut être face à l'État-providence, en fait, et obtenir de l'aide sur tous les sujets. Donc sa vision, c'est de dire, il y a un État tout-puissant, et l'individu complètement isolé, qui, par un guichet, éventuellement un site Internet, si on est numérique, va avoir accès à tout. Et tu dis mais non quoi, enfin c'est pas ça. Enfin il y a des corps sociaux qui existent. Il faudrait essayer de resolidifier. Là il y a une certaine liquidité de la société, d'accord, donc des éléments liquides qui sont en interaction les uns avec les autres dans un mode transactionnel finalement. Je me marie avec toi et puis je divorce avec toi, c'est pas grave, c'est une transaction, c'est un contrat. Pareil dans la société, pareil dans je sais pas quoi. Donc des individus tout seuls en interaction liquide les uns avec les autres, le tout réglé par la loi qui est de plus en plus précise, qui rentre de plus en plus chez les gens, et rien d'autre. Ben non, on devrait retravailler à solidifier des corps sociaux pour que ce soit pas juste une vaste société complètement liquide, quoi. Est-ce que tu as vu la série d'Argent et de sang ? Non, j'ai pas de télé déjà, donc je fais très attention de pas être perméable aux news et à la télévision en particulier, quoi. Une série a été produite il y a pas très longtemps, qui s'appelle d'Argent et de sang, et il traite la question, je sais pas si tu te souviens, mais de l'escroquerie des quotas carbone. C'est avec Vincent Lindon, Neil Schneider, les acteurs sont vraiment très bons. L'intérêt parfois aussi un peu des écrans, c'est évidemment aussi un peu de s'enrichir intellectuellement et d'aborder des sujets ou de voir des sujets qui ici ne sont pas que liés, en tout cas dans le scénario et dans l'histoire, ne sont pas que liés, encore une fois, à cette escroquerie financière. Mais il y a dans cette série le personnage principal qui est joué par Vincent Lindon, qui est un magistrat et qui enquête sur l'escroquerie. Mais il y a une seconde narration autour de ce personnage principal et de la déliquescence et de l'abandon et de la solitude de sa fille. Donc on a un magistrat qui dirige un service extrêmement important à Bercy et qui a toutes les difficultés du monde à nouer des liens avec sa fille qui est en perdition. Elle se drogue, elle dort dans sa voiture avec son mec, elle essaie de créer des liens avec son père, mais en réalité, le dialogue est complètement rompu. Le seul lien, en vérité, qu'ils ont, c'est qu'ils donnent un petit peu d'argent pour survivre. Et je crois que dans cette série-là, c'est vraiment un sujet extrêmement important où on voit que même les questions de solitude, même les questions de déshérence sociale et psychologique peuvent toucher toutes les strates de la société. Et à un moment donné, et j'en viens à ma question, Vincent Lindon dit on ne peut pas sauver les gens malgré eux. Ils doivent d'abord, la résilience doit d'abord provenir de celles et ceux qui sont justement exclus. C'est quoi ton opinion sur ce sujet-là ? Bah déjà, je souris parce que, pardon pour cette référence, mais je me suis converti le 1er mai 2008 en rencontrant le Christ lors d'une expérience mystique assez dingue. Et donc je referme cette parenthèse, c'est juste pour le contexte. Et quand tu dis on peut pas sauver les gens malgré eux, je vois le Christ en croix, quoi, qui est venu sauver les hommes et qui dit putain, je peux rien pour eux, quoi. Enfin, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font, mais moi je suis venu pour sauver les hommes et ils en veulent pas. Et ce qui est une de ces très très grandes souffrances, d'accord. Donc ça me fait penser à ça très spontanément dans mes références culturelles et personnelles. Donc oui, on peut pas sauver les gens malgré eux. Maintenant, dans ce désespoir de cette fille que j'imagine être, alors si pas un désespoir, dans la rupture qu'elle essaye ou qu'elle crée avec ce qu'elle ne veut pas vivre comme son père,
Moi, j'ai pas vu la série, je suis pas psychologue, mais il y a quelque chose aussi d'un refus du monde dans lequel il vit, d'accord? Donc il y a aussi une rébellion de dire je veux pas de ton système, quoi. Ouais, c'est absolument ça, t'as raison. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que face à cette solitude, et là je pense à ton petit frère ressenti, c'est un mal existentiel aussi, la solitude. C'est-à-dire que l'homme, il a quand même des interrogations existentielles. Pourquoi je suis là? Pourquoi je vais mourir? C'est quoi la souffrance? Enfin, ce qui sont des vraies questions. On a tendance à les oublier parce qu'on voudrait qu'on ait uniquement une existence horizontale, matérielle, animale. Mais la direction verticale de l'homme, elle a toujours existé. Elle est niée, là, on n'a pas le droit d'en parler, mais cette aspiration transcendante, elle est là, elle est fondamentale, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est un des trucs, au-delà du fait que l'animal ne porte pas de cravate ni de lunettes, c'est l'aspiration spirituelle, d'accord? C'est l'élévation de l'âme, la verticalité. Et derrière le sentiment de solitude, il y a une vraie question existentielle. Oui, on est face à son destin à un moment donné. Et ça, c'est flippant. Et c'est d'autant plus flippant. Tu vois, si on a nié la dimension verticale de l'être humain pour uniquement lui donner une perspective de bonheur horizontal en disant, tu sais, ton bonheur, ça va être de consommer, de te gaver de plaisir sur Terre, c'est très bien, hein, j'ai rien contre, de voyager, d'avoir de l'argent, d'avoir des amis, etc. Très bien. Si c'est ça ton bonheur, le jour où je coupe les sources de ce bonheur, c'est-à-dire j'ai plus d'amis ou j'ai plus d'argent, il reste rien. Rien. Et même chez les personnes qui ont de l'argent, moi j'ai eu la chance, avec mes expériences dans les startups internet, de côtoyer des amis vraiment proches qui ont gagné beaucoup d'argent, beaucoup trop, enfin des fortunes. Déjà moi j'en ai gagné beaucoup, et certains d'entre eux souffrent. C'est pas parce que je réussis mon business et que je gagne de l'argent que je suis heureux, hein. Ouais. Et peuvent souffrir de solitude ou de sentiment de solitude, parce que peut-être que tous les gens qui gravitent autour d'eux, quelle solidité d'amitié, etc. Donc il y a une solitude existentielle aussi. Et ça, je pense que la seule réponse, elle est sur une quête spirituelle. Elle est pas. Je vais pas trouver la réponse à cette question-là chez les autres, parce qu'à un moment donné. Donc, ce qu'on fait avec Entourage dans ces réseaux sociaux d'amitié, etc., c'est une partie du problème. Mais on ne répond pas à cette solitude existentielle de l'homme qui est seul face à un destin qu'il comprend pas, quoi.